mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode dont s'autorise à penser OSAP. Utiliser l'histoire, comment les politiques manipulent le passé. C'est le titre du livre de mon invité d'aujourd'hui, Jean-Christophe Piot. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe Piot, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Votre livre, quand je l'ai vu passer, m'intéressait d'autant plus que, de mon côté, j'ai publié, il n'y a pas longtemps, un petit livre qui s'appelle « En finir avec les idées reçues sur l'histoire de France ». Alors, « En finir avec », c'est le nom de la collection des éditions de l'Atelier dans laquelle j'ai fait cela. Mais il y a une idée générale qui est aussi, dans une large mesure, celle de votre livre et qui consiste à essayer de prendre quelques éléments de cette prolifération des discours sur l'histoire pour faire le point sur ces questions, éventuellement pour démentir un certain nombre de choses. Aussi, c'était ma démarche et c'est aussi la vôtre, pour essayer de comprendre pourquoi une idée fausse, pourquoi une idée reçue a du succès. Quelle est sa nécessité ? Il ne s'agit pas seulement finalement de faire le prof et de démentir, mais il s'agit aussi d'essayer d'éclairer un peu la nécessité des idées fausses dans une logique qui est celle de Marc Bloch, d'ailleurs, puisque le premier, il fait l'histoire d'une idée fausse structurante selon lui, l'idée selon laquelle les rois de France guériraient miraculeusement grâce au sacre certains malades. Et il ne le fait pas uniquement pour dire c'est faux, ce qui serait un peu court, mais il le fait surtout pour comprendre que derrière, il y a le consensus autour de la royauté sacrée. Donc c'est un petit peu ce modèle qui, à mon avis, peut présider à tout ça. Vous êtes journaliste de formation, c'est ça ? C'est ça. Vous avez un bagage historique, néanmoins. Oui, alors léger. Je suis allé juste assez loin pour frôler un tout petit peu la vraie méthodologie de la recherche, les vrais documents, les vraies archives. Maintenant, voilà, ça reste une formation relativement généraliste et je suis pas historien au sens où je ne suis pas un professionnel de la recherche historique. Par contre, oui, j'ai une formation qui m'a rattaché à ça, j'ai une culture qui m'a beaucoup rattaché à ça, familiale, personnelle. Oui, oui. J'ai une mère prof de lettres classiques. J'ai grandi en entendant du Cicéron récité pendant que j'essayais de manger mes endives au jambon. Ah oui. Et oui. C'est bien, ça fait un premier bagage. Ça faisait digérer les endives. Ouais. Et puis après, c'est vrai que je me suis assez vite spécialisé sur la vulgarisation historique, soit par le récit, j'aime beaucoup ça, et puis en essayant assez vite de sortir de l'histoire très standard, très Stéphane Bern, très Laurent Deutsch, autour des grands hommes. Ça, j'ai été vacciné assez tôt par ce genre de récit, l'histoire bataille, l'histoire princesse, l'histoire, voilà. Et j'ai eu envie de m'intéresser à ce qui se fait vraiment, en fait, dans les laboratoires, où on a quand même lâché depuis un moment cette approche-là, pour revenir à d'autres manières de raconter l'histoire. Vous animez un podcast qui s'appelle C'est plus compliqué que ça. C'est exactement ça, c'est plus compliqué que ça. Justement, on essaye, alors je ne suis pas forcément un grand fan de l'idée de debunk, mais, parce que voilà, on peut vite mettre un peu tout ce qu'on veut derrière. Mais disons que l'idée est justement de ne pas dire c'est faux, c'est vrai, mais que c'est plus compliqué et que la plupart du temps, les récits historiques sont forcément simplifiés. En tout cas, quand on arrive au grand public, nécessairement, on va droit à l'essentiel, on essaye de faire passer des messages qui sont parfois un petit peu rapides, un petit peu caricaturaux, qui laissent traîner ce que Terry Pratchett appelait des mensonges pour enfants, c'est-à-dire des manières de simplifier des choses pour faire passer un message essentiel, mais disons que de temps en temps, on perd quelque chose. Et avec c'est plus compliqué que ça, on essaye de revenir sur des événements, sur des récits, sur des personnages, pour montrer que par exemple, pour prendre un exemple assez classique, les gladiateurs, on a une image de gladiateurs qui a été construite par la pop culture, beaucoup par la fiction, par les romans avant les romans par l'opéra, etc., etc. Et de montrer ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a d'un peu moins vrai, ce qu'on ne sait pas aussi, c'est très important, sur ce que ça voulait dire la gladiature au temps de la République et surtout de l'Empire romain. Il y a une vraie demande sociale qui s'est beaucoup accrue, et ça a donné l'émergence de cette sphère qu'on appelle l'histoire publique. Exactement. Tout particulièrement depuis une dizaine d'années, qui correspond en gros à ce que vous faites, c'est-à-dire que c'est une forme de médiation, mais à partir d'un lieu qui est quand même largement savant ou autorisé. Quand on vous lit, on voit bien que vous avez l'habitude du raisonnement historique, vous avez une certaine culture générale, vous avez un certain nombre de réflexes,
Et cependant, vous ne vous limitez pas, comme vous le disiez, au simple débunkage, qui consiste à rétablir comme ça, professoralement, autoritairement, ce qui serait la vérité, parce que vous avez conscience, on le voit bien dès le départ, que même si vous parlez de manipulation de l'histoire par les politiques, on va y revenir rapidement, et c'est indéniable, l'histoire de toute façon n'est pas une et univoque. C'est ça, elle est changeante. C'est par définition, mais bon, comme l'ensemble du champ scientifique est changeant, par définition, si à un moment on mettait le mot fin, on s'ennuierait un peu quand même dans les labos. Donc c'est évidemment une histoire qui change au gré de beaucoup de choses, de la découverte de nouvelles archives, de nouveaux documents. Un cas assez classique récent, c'est l'ouverture des archives soviétiques. Ça change quand même pas mal de choses sur la lecture du monde contemporain, ne serait-ce que ça. Quand on tombe sur des nouvelles pierres tombales pour l'Empire romain, on apprend souvent des choses. Quand on tombe sur un nouveau manuscrit qu'on croyait perdu, ça apprend des choses, etc. etc. Puis les points de vue évolue aussi. Et c'est ça. Et derrière les simples archives, les simples documents, c'est surtout l'interprétation, les points de vue, le croisement aussi des disciplines, beaucoup, qui a porté énormément à travailler l'histoire. Je reviens sur mes gladiateurs. Travailler l'histoire des gladiateurs avec des médecins qui analysent les ossements de ces personnages, c'est pas la même chose que d'avoir simplement les récits des contemporains. Non seulement les connaissances évoluent, mais de toute façon, et vous en avez conscience aussi, il y a toujours des manières différentes d'interpréter et donc de raconter, et donc d'utiliser des références historiques. Alors, vous partez de ce que j'ai assez peu fait dans mon livre, les discours des politiques. Et très souvent, malheureusement, des discours qui sont, c'est le moins qu'on puisse dire, disons, assez peu ancrés dans la réalité ou qui relèvent largement de la manipulation. Vous partez dans votre introduction de cet agacement, dites-vous, qui a cru au gré des énormités que les politiques de tous bords profèrent au quotidien. Oui, c'est vrai, c'est vraiment l'histoire d'un agacement. Ça a commencé, je me souviens vraiment par quoi. Ça a commencé par qui? Par Philippe de Villiers. C'est vraiment un personnage qui, moi, m'a marqué parce qu'on est dans une forme très, très caricaturale. Il fait partie des stars. Il fait partie des stars de ce théâtre un peu burlesque. Utilisation, et en l'occurrence chez lui, d'une vraie manipulation, parce qu'on peut parler des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Moi, le premier, dès qu'on se met à parler d'histoire, il y a 9 chances sur 10 qu'à un moment, on dise une ânerie. Et puis, il y a ce qui relève de la faute. Et là, c'est là qu'on rentre dans le registre de la manipulation, de la propagande, etc. Et Philippe de Villiers en est effectivement une caricature comme certains autres, mais disons que lui, il est là depuis longtemps, il fait ça depuis longtemps, et il sait très bien le faire, il l'assume d'ailleurs relativement. On a un certain nombre d'exemples de lui qui assume cette guerre culturelle qui mène par le prétexte du récit historique. Donc oui, c'est né d'un agacement qui a été renouvelé quand le président de la République a invoqué les mannes du maréchal Pétain, qui n'est plus maréchal, pour essayer de distinguer l'homme de l'homme, si j'ai bien compris. Donc voilà, on est toujours sur ce genre de choses. Et puis, de toute façon, il suffit d'allumer une télévision, surtout pendant les campagnes, qu'elles soient présidentielles, législatives, etc. L'histoire est toujours mobilisée parce que quand on s'adresse aux Français, il faut leur raconter quelque chose sur leur pays, et c'est là que revient beaucoup ce discours-là. Dans une large mesure, c'est une spécificité française, je crois, que cette nécessité de la référence dans le domaine de la politique au glorieux passé. Oui, il y a une volonté quasiment permanente d'invention de la tradition, de référence à une ancienneté, parce que l'ancienneté, elle vient installer. C'est un vieux pays. J'ai fait plusieurs chapitres sur ça, sur la date de la France, à partir de quand est-ce qu'est née la France. Quand est-ce qu'est née la France existe presque de tout temps, semble-t-il. Mais c'est exactement ça. Voilà. Et c'est ancré dans une tradition qui est historique, mais aussi politique, puisque le général de Gaulle commence ses mémoires en disant que la France vient du fond des âges. Exactement, du fond des âges, ce qui ne veut strictement rien dire. C'est une belle... littérairement, ça se défend. Pratiquement, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est une tradition très importante dont se réclame une bonne partie des hommes politiques aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on peut prendre les choses dans l'ordre chronologique. Vous avez suivi cet ordre-là. Oui. En commençant par l'Antiquité, qui est une période sur laquelle, de mon côté, j'ai très peu insisté, sauf pour la question des Gaulois, sur laquelle on pourra éventuellement revenir. Mais d'abord, on sent que vous avez eu une formation et que vous avez une sensibilité d'antiquisant. Oui, à certains égards. Effectivement. J'ai, pareil, encore une fois, tradition familiale, mais l'Antiquité a toujours été très, très présente. Ouais. Alors, il y a plusieurs mots que vous avez relevés, selon donc, la méthode qui organise le livre, c'est-à-dire partir d'une citation authentique, même si elle paraît folle, malheureusement authentique, d'un homme politique, souvent un peu délirante. Pour l'Antiquité, notamment, vous êtes
partie de ce moment mémorable où Laurent Wauquiez, à l'Assemblée nationale, c'était le 14 janvier 2025, je crois, alors que l'opposition s'apprêtait à voter la censure, invoque pour défendre le gouvernement un précédent, pense-t-il. Il dit que l'on en revient au temps où Rome tombait dans la décadence, et il accuse l'opposition, notamment LFI, je crois, qui veut voter la censure du gouvernement, donc en disant « Vous jouez assez bien le rôle des Brutus, ceux qui sont incapables de respecter la démocratie, ceux qui sont incapables de respecter la République. » Alors il y a une somme d'erreurs et de contresens et de manipulations dans ces quelques lignes qui est tout à fait saisissante. C'est assez sidérant parce que là, c'est quand même une longue phrase. Et il y a 2 ou 3 contre-vérités au moins. Je crois que la plus belle, c'est quand même cette idée que la République était une démocratie à Rome, ce qui est quand même une façon très particulière de voir la démocratie. Mais c'est une confusion assez fréquente, ça, République et démocratie chez les hommes politiques. Il se base sur une idée commune, Rome étant la référence politique inattaquable, hein, c'est ça. Sans qu'on sache jamais trop si on parle de la République d'ailleurs ou de l'Empire. Ouais. Faire référence à Rome et plus encore faire référence à la République que l'on pense romaine, c'est inattaquable. Le républicanisme, aujourd'hui, c'est censé être la valeur cardinale. Oui, c'est ça, les fameuses valeurs de la République que généralement on se garde de détailler, c'est un grand standard. Ouais. Et là, on touche vraiment à quelque chose d'intéressant, au fond, puisque aujourd'hui, se dire républicain, c'est vraiment se réclamer des valeurs communes, hein, qui ne peuvent pas être remises en cause. Or, vous montrez très bien le présupposé de Laurent Wauquiez, selon lequel la République, autant de Rome, c'était la démocratie, est archi-faux. Oui, c'est archi-faux pour énormément de raisons. Concrètement, la République romaine n'est pas démocratique, elle l'est plus ou moins sur le papier. Si on veut bien... Alors, le suffrage n'est évidemment que masculin et il est absolument tout sauf universel. Ça pose énormément de problèmes pratiques parce que Rome, le territoire romain est de plus en plus grand au fur et à mesure. Il est vraiment beaucoup déjà à la fin de la République. Personne n'a le temps physiquement de se déplacer pour aller voter. Et surtout, le système politique républicain est organisé pour mécaniquement et systématiquement favoriser le camp des puissants, donc des sénateurs et des personnalités les plus riches, en fait. Les citoyens seraient... D'abord, tout le monde n'est pas citoyen, évidemment. Exactement. Mais les citoyens eux-mêmes se répartir en classes censitaires en fonction des patrimoines qui sont révisés tous les 5 ans, d'ailleurs, par les censeurs, ce qu'on appelle tous les lustres. Ouais. Et il n'y a évidemment aucune commune mesure dans les capacités d'action politique entre les différentes classes. La classe équestre, en particulier, donc la noblesse, fournissant le Sénat. C'est-à-dire qu'on est tout sauf dans une situation démocratique. On est vraiment tout dans... C'est tout sauf une démocratie, en tout cas au sens moderne ou même au sens ancien, en fait. On est même très très loin du système athénien. Alors, ça c'est le premier malentendu sur lequel Laurent Wauquiez fait fond. Et il y en a un deuxième qui est évident aussi, c'est donc l'idée selon laquelle l'assassinat de Jules César, acte violent par excellence, pourrait être mis en équivalence avec ce que l'opposition à ce moment-là s'apprête à faire, c'est-à-dire censurer le gouvernement. Oui, ça c'est quand même... Laurent Wauquiez associe un outil constitutionnel. Et c'est quand même là que c'est drôle, c'est la constitution du général de Gaulle, ce qui est aux dernières nouvelles une des références de Laurent Wauquiez au moins, et de son mouvement politique. Et le fait d'utiliser cet outil pensé par, et peut-être même un peu pour le général de Gaulle en 1958, devient d'un seul coup quelque chose de quasi criminel. En tout cas, d'associer un acte, on ne peut pas faire plus criminel que l'assassinat politique, et associer les deux est tout simplement lunaire, en fait. Les parlementaires alors, de l'opposition, dont effectivement la France insoumise, mais pas seulement, c'est associer un droit constitutionnel, exactement, avec un meurtre. Avec un meurtre. Mais ça devient le meurtre de Jules César, donc perpétré par Brutus. Et puis, alors, cerise sur le gâteau, si on se penche sur les faits de base concernant ce qu'on appelait les ides de mars, c'est-à-dire les fameuses ides de mars. Cet assassinat collectif par les sénateurs avec à leur tête Brutus de Jules César au Sénat le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, en réalité, son sens était absolument inverse de ce que Laurent Wauquiez nous dit. Laurent Wauquiez associe ceux qui déposent une motion de censure à Brutus. Pour dire Brutus veut tuer la République. Brutus pense faire exactement l'inverse.
l'acte, la décision de cibler Jules César directement, c'est dans la tête des conjurés un moyen de sauver la République des dérives de Jules César, qui sont réelles, et qui est manifestement en train de réfléchir de plus en plus à transformer le système romain. Il est déjà dictateur au sens romain à ce moment-là. Mais dictateur à vie, c'est-à-dire qu'il a déjà enfreint une règle de la dictature républicaine, qui est normalement une magistrature de 6 mois en situation exceptionnelle. Et parmi les nombreux signes que vous énumérez que César est effectivement en train d'assassiner la République, il y a le fait qu'il s'est vu décerner cette fonction de dictateur à vie. À vie. Entre autres, puisqu'il y a d'autres éléments. Effectivement, il y a beaucoup d'autres éléments qui relèvent beaucoup du symbolique. On vient de renommer un mois en son honneur, le mois de juillet. Qui s'appelle comme ça depuis cette époque-là. Qui s'appelle effectivement comme ça depuis cette époque. À cause de Jules, hein, la famille des Iuli. Jules, des Iuli, exactement. Il a fait recouvrir son siège de feuilles d'or, ce qui le différencie de l'autre consul, et évidemment des sénateurs. Il a fait mine de repousser un diadème que Marc-Antoine voulait lui poser sur la tête quelques jours avant. Un diadème, on n'est quand même pas très très loin d'une couronne, symboliquement parlant. Je pensais que c'était un test d'ailleurs, un ballon d'essai. C'est d'essai. manifestement un test. Pour voir comment les gens allaient réagir. Voilà, il cherche à jauger les réactions de la foule. C'est un théâtre d'ombre. Hein. Il teste vraiment. Il pousse le bouchon pour voir. Il voit que ça réagit. Il fait mine de le repousser. Donc il n'est pas prêt à casser tous les symboles de la République, mais clairement, il est en train de pousser les murs. C'est pas le premier, et Sylla l'avait déjà beaucoup fait avant lui. Mais disons que lui, on sent qu'il est là pour s'installer dans la durée. Il est sur le point de partir en expédition contre les Perses à ce moment-là, donc de se lancer dans une campagne guerrière éclatante, ce qui est aussi un signe assez... Qui est toujours au fondement de la prééminence et du pouvoir. De la prééminence, c'est ça. Conquérir, c'est ça. Conquérir des territoires, soumettre des peuples, c'est asseoir son pouvoir. Il l'a déjà fait en Gaule et il s'apprête à le faire cette fois en Orient. Et, il y a un autre élément que vous soulignez aussi, c'est qu'il a fait une infraction majeure à l'ordre général des institutions romaines, qui laisse penser qu'il est en train effectivement de mettre à bas la République. Il a cumulé à ses fonctions de dictateur, de consul, d'impérator aussi, décerné après des conquêtes, une fonction religieuse de grand pontife. Oui, alors ça, il est clairement en train de réunir entre ses seules mains toute une série de fonctions qu'on n'est pas censé cumuler et qui relèvent de deux choses à la fois, des fonctions politiques, des fonctions militaires et des fonctions religieuses. Là, on a vraiment tous les faisceaux de ce qui fait le pouvoir romain concentré entre les mains d'un seul homme. C'est-à-dire que traditionnellement, à Rome, et c'est d'ailleurs toute notre culture qui est héritière de cette distinction, on sépare l'auctoritas et la potestas. Hein. L'auctoritas, c'est religieux, la potestas, c'est plus directement coercitif, hein, et l'imperium relève de la potestas. Or, lui, il est en train de réunir les deux. C'est ça. Et donc, c'est une transgression majeure. C'est une transgression majeure, sachant que César, à ce moment-là, a déjà commis un certain nombre de transgressions majeures de l'ordre romain en faisant rentrer ses armées en Italie. C'est le fameux passage du Rubicon au début de la guerre civile, quelques années plus tôt. C'est un interdit, on ne doit pas faire passer les légions. C'est un interdit, on ne doit pas rentrer avec des hommes en armes sur le territoire de Rome. Donc c'est un homme dont on sait qu'il peut vraiment ne pas hésiter à franchir certains seuils. Et c'est pour ça que les conjurés pense sauver la République en abattant cet homme qui est en train d'en pervertir et d'en détourner les institutions les unes après les autres. Autrement dit, Brutus n'est pas du tout là pour abattre la République, il est là pour la sauver. Et c'est à ce moment-là qu'il y a ce fameux mot « sic semper tyrannus ». Hein, c'est ça, ainsi meurent les tyrans. Ouais. Voilà, puisque la présence d'un roi donc, hein, est devenue un repoussoir à Rome. Brutus, d'ailleurs, descend, je crois, de l'un de ceux qui a mis à bas la royauté étrusque au départ à Rome, au moment où la République est née. C'est exactement ça. Il y a 7 rois qui se succèdent au début de la fondation de Rome, et la famille de Brutus, un ancêtre de Brutus, c'est l'homme qui a obtenu la chute du dernier Tarquin. Et Brutus... on le mobilise aussi pour ça. Il porte une image, une tradition. C'est très important, ça, l'idée de la famille, de la génération, de la gens dans le monde romain. Donc, réussir à ramener Brutus du côté du conjuré, c'est apporter la légitimation, une légitimité, celle de la famille qui a fait tomber le dernier roi. Donc, on vient en quelque sorte boucler la boucle. Et Brutus, je pense... Alors, c'est un homme politique, donc il y a sans doute une part de calcul, mais clairement, il s'inscrit aussi dans une forme d'honneur rendu aux siens quand il s'implique dans ce meurtre.
Et c'est intéressant de revenir grâce aux élucubrations de Laurent Wauquiez. On voit bien comment, malgré tout, on en arrive à aborder des choses très intéressantes, parce qu'il y a des éléments majeurs de notre culture politique qui sont là. Et encore aujourd'hui, quand les opposants à Donald Trump aux États-Unis ont pris pour mot d'ordre « No Kings », No Kings, ouais. ils se réfèrent à Rome, justement, à ce Sic Semper Tyrannis, au fait qu'une république ne doit pas accepter, alors les États-Unis ne se définissent pas exactement comme une république, mais enfin, c'est l'esprit, ne doivent absolument pas accepter le pouvoir arbitraire d'un seul homme. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, le Sic Semper Tyrannis a été jeté sur la scène du théâtre par Booth quand il a assassiné Lincoln. C'est l'exclamation qu'il a poussée en sautant ensuite de la loge sur le théâtre et en se pétant une cheville, d'ailleurs, pour la petite histoire. Donc c'est très, très... Surtout dans une culture anglo-saxonne qui a grandi avec Shakespeare, c'est très très puissant ça. Shakespeare, il y a une pièce de lui entière sur le meurtre de Jules César qui s'appelle Jules César et dans laquelle est reprise la fameuse formule. Ouais. Alors, si on va tout de suite au fond du problème avec ce cas-là, le cas Wauquiez, Brutus, Jules César, vous soulignez que Laurent Wauquiez n'est pas vraiment suspect d'être ignare, puisque c'est un comble de constater, comme vous le faites, qu'il est agrégé d'histoire après, je crois même qu'il a terminé premier au concours de l'agrégation d'histoire. Il a été major. Après avoir réussi l'école normale supérieure d'Ulm, l'institution la plus prestigieuse dans cette branche-là des études. Autrement dit, il sait très bien ce qu'il fait. C'est une bête à concours, c'est quelqu'un qui a de toute évidence une mémoire, une capacité de travail qui n'est pas contestable. Et effectivement, c'est pas quelqu'un qui a ouvert Historia la semaine dernière, c'est quelqu'un qui a une vraie pratique de l'histoire, qui a... Pour être major de l'agrégation, il faut vraiment avoir un regard sur sa discipline. C'est pas seulement du savoir qu'on vient recracher sur une copie. Donc c'est quelqu'un qui pense sa discipline, Laurent Wauquiez. Et c'est d'autant plus ahurissant, effectivement, de le voir faire un usage aussi spectaculairement tordu d'un événement historique qui est quand même pas tout à fait le moins connu. Sachant qu'en plus, c'est pas la seule fois. Non. Il est coutumier. C'est un récidiviste. Ouais. Vous citez notamment un long entretien au Point en 2023, à un moment où il pense se lancer en fait pour la présidentielle suivante et où il donne sa vision de la France et où là encore il utilise une référence complètement de travers à Octave, le futur Auguste, et à la décadence romaine. Ah oui, là ça encore. aussi, c'est parler de décadence. Il est très obsédé par la décadence. Parce que c'est un thème d'extrême droite. Parce que le dire. C'est un thème directement venu et tout son jeu consiste et qui vient justifier tout en fait, puisque la décadence se produit, il faut des mesures d'exception. Mais effectivement, quand il mobilise la décadence au siècle d'Octave et d'Auguste, on est vraiment au tout début de l'explosion de la puissance romaine. On en a encore pour 3 gros siècles de maîtrise quasi absolue du champ européen et méditerranéen. Donc oui, il essaie de se référer pour mettre en avant la nécessité d'un retour à l'ordre. Voilà, c'est toujours ça. C'est toujours qui la va porter décadence lui, justifie finalement un durcissement du champ politique en général. Il se compare implicitement finalement à Octave, sachant qu'en réalité, précisément, c'est Octave, puis qui va devenir Auguste, qui va prendre le nom d'Auguste, qui effectivement va mettre fin à la République. C'est un règne très particulier parce que c'est officiellement le Principat, pas encore l'Empire, ça glisse doucement vers l'Empire. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant à mon avis dans le cas de Laurent Wauquiez, c'est que la caractéristique d'Octave, comme des empereurs qui vont suivre, c'est que les formes de la République ont toujours été préservées. La République romaine n'a jamais été abolie. Je suis tombé sur cette information que je ne connaissais pas avant d'écrire ce bouquin. Les institutions sont toujours là, elles continuent de tourner, continuent d'avoir des consuls, on continue d'avoir des comices, on continue de convoquer absolument tous les rituels qu'il faut pour accompagner la vie politique. Voilà, Et puis attention, l'empereur romain n'est pas toujours un seigneur et maître absolu. Il ne faut pas imaginer un roi de droit divin qui fait absolument tout ce qu'il veut quand il veut. Mais clairement, il y a un changement de régime qui ne dit jamais son nom, qui invoque toujours la République. C'est la première chose que fait Auguste quand il écrit les Res Gestae, donc ces choses faites par lui. Il dit qu'il a restauré la République. À 19 ans, j'ai levé moi-même une armée pour restaurer la République. C'est une révolution conservatrice transformée en préservation, en référence au passé, à un passé qui est en fait complètement annihilé par un homme qui concentre littéralement tous les pouvoirs.
Et de facto, c'est lui qui tire les ficelles. Et c'est lui qui c'est tire sous son effectivement contrôle que les magistratures sont nommées, etc. Mais les institutions sont préservées. Quelque chose qui est amusant, c'est que les 4 lettres SPQR par le Sénat, au nom du Sénat et du peuple romain, qu'on voit encore aujourd'hui partout dans Rome, qui sont censés vraiment symboliser la République romaine, on commence à les voir apparaître sous Octave, c'est-à-dire au moment où la République tombe. Toujours à propos de l'Antiquité, vous citez à plusieurs reprises un personnage qui fait référence aussi bien pour Elon Musk, le milliardaire, que pour Louis Sarkozy, le fils de notre président, Sylla. Ouais. Sylla, c'est surtout chez Elon Musk que c'est inquiétant. Chez Louis Sarkozy, ça relève du clin d'œil. Voilà, il a appelé son fils Sylla. Ouais, quand même. C'est un gros clin d'œil. Et il a des ambitions politiques. Et Louis Sarkozy, en tout cas, on avait il y a quelques temps, je ne sais pas où il en est, mais oui, il y a clairement des ambitions politiques. C'est pas anodin de donner effectivement ce nom-là. Maintenant, chez Elon Musk, ce qui est plus inquiétant, c'est que je dirais que le pouvoir comparé des deux hommes est pour le moment, en tout cas, oui, relativement différent. Quand Musk mobilise la mémoire de Sylla, je crois qu'il dit à un moment, il nous faudrait peut-être un Sylla, encore une fois, pour lutter contre la décadence, la fin de l'Occident, etc. Et à propos des ingérences étrangères qui sont supposées être intervenues quand Donald Trump a eu des débats électoraux. Il mobilise l'idée de Sylla en disant qu'en gros, il faudrait en passer par une période un peu rude, pour remettre de l'ordre, pour en finir avec les ingérences étrangères, avec l'affaiblissement de l'État, etc., etc. Le seul problème, c'est que Sylla, c'est pas tout à fait une parenthèse enchantée, c'est une période d'une brutalité rare. Sylla va pratiquer quelque chose qui est resté ensuite à Rome, qui est la proscription, c'est-à-dire que Sylla lance littéralement sur ses ennemis politiques des wanted, c'est-à-dire qu'on va fleurir partout des messages dans Rome qui annoncent que n'importe quel citoyen, y compris des esclaves, mais aussi des esclaves romains, peuvent lui ramener la tête de ses ennemis. Mais vraiment la tête, c'est pas une image ce que je donne, c'est vraiment la tête pour prouver qu'il l'a tué. Voilà, pour la ramener au pied de Sylla. Et puis publiquement au forum ensuite et qu'on vient ensuite effectivement placarder sur le forum en les laissant disparaître. Ce qui est terrible dans la psyché romaine, ça veut dire que l'image même du mort disparaît, ce qui est une dissolution non seulement du corps mais plus que ça. Donc quand Sylla applique cette idée-là, il veut littéralement effacer les visages de ses ennemis, leur lignée, absolument tout. Puisqu'il n'y a plus de corps, puisqu'il n'y a plus de conservation, l'âme même est compromise, ne pourra pas survivre dans l'après-monde, etc. Dans l'après-vie, non seulement etc. il assassine, mais il fait pourrir publiquement les têtes, les visages de ses ennemis. C'est ça. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont ciblées comme ça, qui sont exécutées. Ceux qui tuent gagnent l'équivalent, je crois, de plusieurs années de salaire d'un légionnaire ou d'un ouvrier spécialisé à Rome. Les esclaves peuvent y gagner leur affranchissement, c'est quand même pas tout à fait rien. Donc il faut imaginer ce que c'est pour des gens qui avaient le malheur d'être des opposants parfois très légers à Sylla et qui se sont retrouvés littéralement pourchassés dans leur propre villa, avec des scènes absolument abominables. Et ça dure plusieurs années, et ensuite Sylla, allez savoir pourquoi, décide effectivement de lâcher le pouvoir. Donc c'est pour ça que ça permet à Musk d'utiliser ce personnage, puisqu'il lâche le pouvoir à un moment, volontairement. Il meurt quelques années après, chez lui, de sa bonne mort. Mais quand il dit « il nous faut peut-être un Sylla », ce qu'il dit, c'est qu'il nous faut peut-être une chasse aux sorcières avec des morts. Une forme d'épuration par la guerre civile. Une forme d'épuration rémunérée sur fond d'État. Par le massacre de masse. Par le massacre de masse. Et là, on voit bien, c'est un des nombreux cas dans lesquels une référence de l'Antiquité a une fonction dans un univers politique contemporain qui est clairement fasciste, au fond. Qui est clairement fasciste, qui tient de la menace, de l'intimidation, et qui est une menace qu'il faut prendre au sérieux. Pour moi, c'est pas juste des mots. Ça commence toujours par des mots, et là, c'est mobiliser cette mémoire-là en légitimant Sylla, en faisant comme si c'était un épisode nécessaire. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. On justifie le meurtre politique. Et Musk a lui-même théorisé la nécessité d'en finir avec l'empathie. Absolument. C'est-à-dire avec le sentiment de commune humanité, d'égalité vis-à-vis des autres, ce qui est aussi une manière à mot couvert de justifier d'avance la violence politique. C'est une construction de l'ennemi pure et simple, c'est-à-dire que ça permet derrière de tout lui faire. Et pour en revenir donc au cas du jeune Sarkozy, qui s'est lancé en politique récemment avec les réseaux de son père, avec le soutien notamment de Bouygues, de LCI, de toute une série de relais médiatiques. Il l'a fait en se faisant tout à coup spécialiste de Napoléon, et on y reviendra tout à l'heure parce que c'est une figure très importante aussi dans notre univers politique, c'est pas un hasard, mais il a eu recours à l'histoire. D'un autre côté,
le fait d'appeler son fils Sylla, ça va d'ailleurs un petit peu de pair. Ça fait penser aussi à ses tatouages. Hein, oui. Le fils Sarkozy arbore des tatouages qui sont... j'allais dire crypto-fascistes, mais en fait, c'est-à-dire que c'est des le symboles crypto est assez peut-être de trop. classiques de l'Antiquité, mais qui ont une histoire. Je crois qu'il a notamment un tatouage de faisceau, c'est-à-dire les faisceaux des licteurs, c'est des verges qui entourent une hache. Ça symbolise le pouvoir de vie et de Ça mort à Rome, symbolise le pouvoir de l'impérium. vie et de Rome, exactement. C'est porté comme rappel que la peine de mort s'applique à Rome. Et c'est cette référence-là qui a servi notamment à Mussolini. C'est pour ça qu'on parle des fascistes. Donc oui, c'est une référence qui est, en étant extrêmement gentille, très ambiguë. Une autre occurrence de l'Antiquité dans l'actualité politique, cette fois-ci internationale, c'est Sparte. Vous donnez, c'est votre premier chapitre d'ailleurs, je crois, quelques explications, faites quelques éclaircissements autour d'une déclaration de Benyamin Netanyahou qui a fait grand bruit en septembre dernier lorsqu'il a déclaré que son pays devait désormais être à la fois Athènes et Sparte, je le cite. Nous devons de plus en plus, expliquait-il, nous adapter à une économie qui présente des caractéristiques autarcique. Ça a suscité beaucoup d'émoi, cette comparaison historique, cette référence historique à Sparte, parce que, historiquement, Sparte, c'est la référence des régimes autoritaires et même des fascismes. Oui, clairement, ce qui est d'ailleurs une image passablement fausse. Je l'explique, je reviens là-dessus, en tout cas beaucoup plus flou que juste, asséner que Sparte est une dictature militaire. Oui, c'est vraiment très flou. Mais quand il fait ça, quand il mobilise Sparte et Athènes, il mobilise deux mythologies, en fait, deux récits. Il mobilise en même temps. Ça, vous le montrez bien. D'habitude, c'est l'un ou l'autre. Dans la tradition politique, on oppose Athènes, la démocratie, et Sparte, le régime totalitaire. Là, il prend soin de mettre les deux. Il dit nous sommes à Athènes, bien sûr, mais nous allons aussi être Sparte. C'est une précaution pour dire que nous restons une démocratie, comme Athènes, mais nous sommes une puissance autarcique militaire comme Sparte. Et c'est faux à beaucoup de raisons. D'abord parce que Athènes, on peut revenir beaucoup sur la démocratie athénienne, qui est quand même, encore une fois... montrer ses limites. Et vous montrez aussi largement ses limites, effectivement. Que par ailleurs, militairement, Athènes n'hésitait pas devant des moyens absolument terribles. Athènes est sans doute, dans les guerres du Péloponnèse, la puissance qui a été la plus brutale des deux. Sparte y va franchement, mais Athènes, on est encore au-delà, parce que Athènes se tourne contre ses propres alliés assez régulièrement. Et il y a cette idée, de l'autre côté, maintenir cette puissance de Sparte quasi isolée, le splendide isolement de Sparte. Sparte n'est pas du tout isolée pendant les guerres du Péloponnèse. Elle est entourée par tout un paquet d'alliés, exactement comme Athènes. Ce sont deux hégémonies qui s'affrontent. C'est pas Athènes et la moitié du monde grec contre la pauvre et solitaire Sparte qui doit vivre, se débrouiller toute seule. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc les deux récits concurrents, il arrive à les réunir pour en tirer une espèce de synthèse symbolique pour dire, nous pouvons être les deux, en fait. Nous pouvons à la fois être une puissance militaire dominante, résiliente, résistante à tout, autarcique, et rester une démocratie comme Athènes, la lumière du monde. On en a encore cette image d'Athènes aujourd'hui, c'est porté beaucoup par la fiction, par les péplums, cette idée d'une démocratie où tout le monde se balade en toge sur des portiques en discutant paisiblement avec Socrate. Dans la culture contemporaine moderne, et je pense particulièrement à la fin du 19e siècle ou au premier 20e siècle, c'était couramment utilisé, cette opposition. Bien sûr. Sparte, c'était les régimes autoritaires, c'était l'Allemagne de Guillaume II, par exemple, et puis plus encore après les fascismes, par opposition au régime bourgeois libéraux parlementaires démocratiques, disons, qui se référait à Athènes. Oui, on opposait beaucoup la civilisation de la parole à Athènes, du débat, de la démocratie, et puis la civilisation des armes et de la brutalité plus ou moins crasse selon le corps dans lequel on se tient. Société militarisée, avec des valeurs virilistes, etc. On perd pas son temps en palabres. Exactement, on agit. Cette idée qu'on ne peut pas réfléchir avant d'agir 2 minutes, c'est quelque chose de compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que ce récit est toujours porté aujourd'hui par énormément de médias. Ça a été porté par le cinéma beaucoup. Aujourd'hui, le jeu vidéo a beaucoup pris le manga a pris le relais. Et c'est des mythes qui ont la vie dure. Cette idée, cette opposition assez factice, à mon avis, entre Athènes et Sparte, continue vraiment d'être porté. Donc quand il fait ça, il sait très bien à quoi il fait appel. Quand il mobilise Sparte, il mobilise évidemment la mémoire d'un film qui a marqué des générations, qui est 300. Qui est un film franchement fascisant. Qui est un film
honnêtement, qui est effectivement très, très problématique. À tous égards, dans son scénario, dans son esthétique. Oui, dans la peinture qu'elle fait de l'ennemi et de l'étranger. Oui, il y a effectivement le côté performatif et viril des guerriers, avec ce coup absolument magique de présenter la bataille des Thermopyles comme un truc qui sauve la Grèce, alors que la bataille des Thermopyles n'a sauvé personne. Ce qui fait basculer la guerre, c'est une victoire sur mer, c'est une victoire athénienne. Donc en plus ça installe des fausses images, cette idée qu'on a arrêté la Perse à Thermopyles, on n'a rien arrêté du tout, elle a cramé l'Acropole quelques mois après. Mais donc c'est pour accréditer l'idée. Mais ça accrédite que cette ce qui idée. est victorieux, c'est la logique martiale. C'est ça. Et puis littéralement la dernière barrière de la civilisation contre la barbarie. Ça c'est très net dans 300 et c'est très net dans la référence que fait le Premier ministre. Oui, puisqu'on voit bien que c'est un moment où il est très isolé. Exactement. À cause du fait que les institutions internationales se sont saisies de la logique génocidaire à Gaza, qui est désapprouvée malgré tout très largement. Et donc il s'agit de dire nous allons continuer à nous défendre, puisque c'est comme ça que les choses sont présentées, quoi qu'il arrive. Donc nous allons être Sparte au fond, mais en même temps, bien sûr, nous sommes toujours démocratiques, nous sommes toujours ce que l'Occident a de meilleur. C'est une espèce de conciliation des contraires. Si on passe au Moyen-Âge, on ne peut pas, évidemment, le livre est très riche, revenir sur tous les points de départ de citations de politique que vous utilisez et revenir donc sur tous les aspects historiques que vous abordez. Mais il y en a un quand même qui est particulièrement riche, c'est Jeanne d'Arc. Un incontournable, une incontournable. Je vous ai lu avec d'autant plus de plaisir que de mon côté aussi, j'ai écrit quelque chose autour des idées reçues sur Jeanne d'Arc, mais c'est assez complémentaire. On a de toute façon, globalement, dans le livre, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de discuter avec vous, on a deux points de vue qui sont différents et complémentaires. Absolument. Vous avez intitulé votre chapitre, je crois, Jeanne d'Arc, mode d'emploi. Oui, c'est ça. Oui, c'est une référence. Pour la petite histoire, c'était mon grand oral à Sciences Po. Je suis tombé sur ce sujet-là, qui était sans doute, je pense, dans l'esprit des examinateurs, un sujet repoussoir à Sciences Po. Cet épisode-là, de la fin du Moyen-Âge, ça paraissait... Et j'ai adoré traiter ce sujet parce que, déjà, à cette époque, je m'intéressais à la mémoire des grands événements historiques. Le cas de Jeanne d'Arc est quelque chose d'assez stupéfiant parce que ça fait 6 siècles que tout le monde se bagarre autour de qui est Jeanne d'Arc, pourquoi une jeune fille de 17 ans qui meurt à 20 ans a pris cette importance-là dans la mémoire nationale, à partir de quand ça se joue. Et puis, Jeanne d'Arc, on lui fait dire à peu près ce qu'on veut. Tous les camps sont au paré, on peut y lire énormément de choses. À tel point que c'est aussi un sujet d'histoire contemporaine. Explique que vous avez pu l'avoir à Sciences Po, puisque derrière Nouvelle, il n'y a pas d'histoire du Moyen-Âge à Sciences Po. Non, il n'y a pas d'histoire. Mais par contre, l'utilisation de Jeanne est un sujet de politique contemporaine. Et il y a donc justement toute une histoire que vous retracez rapidement, mais ça peut être peut-être surprenant aujourd'hui si l'on ne le sait pas. C'est un peu contre-intuitif. Jeanne d'Arc a été assez longtemps une figure de référence pour la gauche. Exactement. Et c'est assez facile de comprendre pourquoi quand on se rappelle d'où elle vient. Elle vient des marges du royaume. Elle vient de Lorraine. Et c'est une fille de laboureur. Alors attention, à laboureur au Moyen-Âge, c'est pas à vous que je vais apprendre que c'est pas forcément le cerf du coin attaché à sa terre et victime. C'est une paysanne. Mais c'est une Donc paysanne. C'est le peuple. C'est ça. C'est le peuple. C'est une représentante du peuple. À l'action historique. C'est ça. Et puis il y a quand même cette trajectoire stupéfiante qui l'amène de Lorraine jusqu'à Chinon, où elle a accès au roi. Alors, c'est pas rarissime d'avoir accès au roi, mais quand même, c'est pas non plus quelque chose qui se fait tous les jours. C'est pas la première prophétesse, c'est pas la première devineresse qui traîne autour de la cour de Chinon, mais elle va arriver à effectivement avoir une influence sur le cours des événements. Alors, elle est utilisée. Bien sûr, Charles VII est tout sauf un ravi de la crèche. Il y a clairement une utilisation politique par les puissants de l'époque de Jeanne, y compris par les Anglais d'ailleurs. Mais il y a vraiment déjà une image qui se construit d'elle. La petite jeune fille innocente, la figure du peuple, la bergère. La bergère, voilà, ça c'est vraiment très très puissant comme image. La petite bergère qui entend des voix et qui, portée par la foi, etc. Et ça a longtemps été effectivement une Jeanne portée plutôt à gauche. Et ça paraît sidérant aujourd'hui parce que ça fait 30, 40 et même sans doute un peu plus longtemps années que Jeanne est plutôt récupérée par la droite extrême, par l'extrême droite, et voilà, par ce camp politique-là. Il y a un moment clé, je crois, c'est le 1er mai 1979, où Jean-Marie Le Pen réactive. Alors une tradition qui est quand même ancienne, parce qu'au moment de la canonisation de Jeanne en 1920, l'Action française s'en est emparée. Oui. Puisque pour elle, ça montre que finalement, la France, c'est la royauté. Et Jeanne d'Arc, qui représente le peuple de France, a voulu que le roi soit sacré. Or, on est à une époque où l'Action française est
une grande partie de la droite française est hostile à la République. Évidemment, la gueuse. Et c'est ça. Mais oui, et puis moi j'avais été très marqué pendant mes études par une image très puissante qui est due à la propagande de Vichy. Après le bombardement anglais de Rouen, Vichy fait éditer une image où on voit Jeanne sur le bûcher avec cette phrase qui est honnêtement un chef-d'œuvre de slogan de propagande, que les assassins reviennent toujours sur les lieux de leurs crimes. Ça les assassins, c'est les Alliés et les Anglais qui ont bombardé. C'est ça, Vichy repeint les Anglais en assassins de Jeanne. Ça montre encore la puissance d'un symbole qui est utilisé à chaque tournoi à destination aujourd'hui encore, à chaque crunch entre la France et l'Angleterre. Vous pouvez être sûr qu'on entendra parler de ça. C'est vraiment un thème récurrent. Aujourd'hui encore, on sort des bandes dessinées sur l'évêque Cochon, ça vient de sortir. Donc c'est encore un mythe extrêmement puissant. Qui l'a condamné. Mais je disais que finalement, il y avait un usage équivalent, en tout cas des deux côtés. Il y avait des usages de Jeanne à droite et à gauche. Ce n'est pas une figure qui pouvait être plus identifiée à un côté qu'à l'autre. Avant la fin des années 70, où justement Jean-Marie Le Pen et le Front National instituent cette coutume, ce rituel du 1er mai devant la statue de Jeanne à Paris, non loin du Louvre. C'est un moment de communion de l'extrême droite française. Oui, on réunit toutes les extrêmes droites autour de Jeanne. Et puis on la réunit pas n'importe où. Cette statue-là, c'est une représentation particulière de Jeanne en chevalière, avec son grand étendard. C'est la Jeanne d'Arc qu'on imagine instinctivement, la jeune fille en armure avec sa coupe de Beatles, voilà, c'est vraiment la Jeanne d'Arc quasi, j'allais dire, canonique. Et ce que fait Jean-Marie Le Pen ce jour-là, c'est qu'il choisit le 1er mai. Or, le 1er mai, ça n'a pas vraiment de signification dans l'histoire de Jeanne. Elle meurt en mai, mais plus tard. Il n'y a pas de date qui corresponde au 1er mai dans l'histoire de Jeanne. Par contre, le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Et c'est une façon de parasiter cette fête-là, de venir plaquer un symbole qui va venir concurrencer. C'est un couteau suisse, ça permet de tout faire. Ça permet de mobiliser les extrêmes droites autour de la figure de la sainte, de la patronne de la France, de la petite jeune fille. Pour une fois, ils tiennent un personnage féminin, alors ils y tiennent. Et ça permet aussi de parasiter la mémoire du 1er mai, qui est une mémoire ouvrière de gauche. Et alors, vous montrez bien comment Jeanne son histoire est tirée du côté des problématiques, évidemment, du moment, notamment avec ce discours de 87, toujours par le même Jean-Marie Le Pen, à propos de Jeanne d'Arc, lorsqu'il dit que Jeanne d'Arc est une référence pour ceux qui veulent rendre la France aux Français. Ah, ça. Et ça rejoint son fameux Jeanne au secours, qui crie devant la statue le 1er mai 2015. Jeanne devient une figure à laquelle on s'en remet face à un danger qu'elle est censée, de son temps, avoir conjuré et qui serait encore là aujourd'hui, sauf qu'en fait, évidemment, c'est une manipulation sordide et le danger auquel on fait allusion est plus du tout le même. Non, bien sûr. Mais ça fait vraiment référence à l'idée de bouter les Anglais hors de France, cette fameuse formule attribuée à Jeanne. Sauf qu'évidemment, dans l'esprit de Jean-Marie Le Pen, c'est plus les Anglais qu'il s'agit de bouter hors de France, c'est en gros tout ce qui est étranger. Tout le monde a compris. Tout le monde comprend très très bien, en tout cas dans son public, tout le monde a très 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 bien compris à qui il fait allusion. Et il y a le fantasme du grand remplacement derrière. Il y a le fantasme du grand remplacement, il y a le fantasme du combat existentiel, il y a le fantasme du sauveur, en l'occurrence de la sauveuse, celle qui va... Et c'est assez pervers comme utilisation, parce que utiliser Jeanne, c'est utiliser l'inspiratrice. Jean-Marie Le Pen n'est certainement pas en train de dire qu'une femme va sauver la France, il est en train de dire qu'une femme va inspirer ceux qui vont sauver la France. On reste dans un discours à la fois très masculin, très viril, assez typique de l'extrême droite, en mobilisant tout de même cette espèce de douceur, de sainteté. C'est clairement la Jeanne sainte qu'il évoque, notamment dans ce Jeanne au secours. Il lève les yeux au ciel à ce moment-là. C'est clairement cette Jeanne-là qu'il appelle, qui est une Jeanne très tardive. C'est la Jeanne du XXe siècle, celle de l'Église, celle de la Sainte. Oui, puisque vous rappelez que c'est la seule sorcière brûlée comme sorcière qui a finalement été beaucoup plus tard canonisée, après avoir été réhabilitée, vous le rappelez aussi, par le roi de France, parce que évidemment, Charles VII, même s'il l'avait lâchée quand elle avait été capturée, s'il n'avait pas cherché à la récupérer, il fallait, une fois qu'il s'était affermi sur le trône et qu'il avait expulsé les Anglais, évidemment éviter que l'on continue à avoir dans les annales le fait qu'une femme a été brûlée comme sorcière parce qu'elle avait dit que le vrai roi de France et l'île de Dieu, c'était lui. C'est ça. Renverser l'issue du procès et faire affirmer que Jeanne n'est pas sorcière, c'est une façon de dire: je n'ai pas été mis sur le trône par une sorcière, j'ai été mis sur le trône par une envoyée de Dieu.
Mais alors cette France aux Français, donc, que Jean-Marie Le Pen appelle de ses voeux en invoquant Jeanne d'Arc qui a bouté les non-français, les Anglais hors de France, ça renvoie évidemment au slogan de Drummond. Parce qu'il faut rappeler que la France aux Français, c'est le slogan d'Édouard Drummond, qui est le pape de l'antisémitisme en France à l'extrême fin du siècle. Le message qu'il y a derrière m'a fait penser aussi, pour en revenir à un homme politique avec lequel on a commencé, m'a fait penser aussi à la logique patrimoniale et mémoriale de Laurent Wauquiez dans sa région Rhône-Alpes à propos de nos ancêtres les Gaulois. Puisque le budget de la région Rhône-Alpes a été, pour ce qui est du volet culturel, largement réaffecté à partir de l'élection de Laurent Wauquiez en 2022. De l'argent a été retiré à de très nombreuses associations pour être attribué à un projet historique, le projet de Galipark. C'est ça. À l'emplacement de Gergovie. Et Laurent Wauquiez lui-même a expliqué qu'il s'agissait en fait de commémorer une défense civilisationnelle, une lutte civilisationnelle de préservation. Il n'a pas dit contre quoi, mais tout le monde a compris là encore. Oui, là encore, tout le monde a compris. Ce qui est intéressant dans la mobilisation de nos ancêtres, les Gaulois, c'est pourtant pas un mythe si ancien que ça. C'est vraiment un mythe typique du roman national du 19e. Ça, c'est là qui se forge. Mais en revanche, c'est quand même sans doute un des sujets sur les origines de la France qui est le plus débunké, qui a été le plus retravaillé pour en montrer les extrêmes limites en étant très gentil. Les Gaulois, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Donc, quand on mobilise nos ancêtres les Gaulois, on mobilise en fait beaucoup Astérix et Obélix, on mobilise beaucoup cet imaginaire du petit village qui résiste en 52 avant Jésus-Christ, etc. Voilà. Et vous montrez que ça vient d'abord de la vis, en fait, que ça a été inculqué au manuel de la vis de la Troisième République. Et en fait, quand Astérix et Obélix viennent tourner ça en dérision à toute fin des années 50, c'est la marque qu'en fait, ce roman national-là ne tient plus. Mais exactement. En fait, ça devient un objet. Il y a une ironie absolument fabuleuse qui vient de Goscinny et d'Uderzo, qui sont deux immigrés, donc qui ont peut-être une attention, j'allais dire, un peu moqueuse ou un peu ironique vis-à-vis de ce genre de grands récits nationaux qui ne reposent strictement sur rien. Ils le savent d'ailleurs très très bien. Et ils s'en amusent continuellement. Et pourtant, donc, il y a aujourd'hui un retour, en tout cas à droite, de cette référence aux Gaulois, très marqué, et très concrètement, notamment avec cette entreprise de Wauquiez. Oui. On peut peut-être revenir quand même sur la logique, puisque donc c'est à Gergovie, je disais. Oui. Donc, un lieu de victoire. De grande victoire. Ouais, c'est ça. Dans Astérix et Obélix, il y a toujours le vieillard H-Canonix qui radote là, en disant de mon temps à Gergovie, et puis pour le faire fuir, il suffit de parler d'Alésia. C'est ça. Puisque c'est là que... Alésia connaît pas. Oui, Alésia, c'est la défaite finale. Ouais. Gergovie, c'est la victoire, c'est l'espoir, c'est le moment où César doit reculer, en tout cas patienter. La victoire n'est pas aussi rapide que prévu. Il sous-estime la résistance gauloise, etc., etc. Oui, il y a clairement cette volonté qui est toujours ambiguë, parce que l'autre récit qui accompagne cette mémoire des ancêtres gaulois, c'est l'idée que les Gaulois se sont en quelque sorte refondés par la conquête romaine. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez permanent, c'est-à-dire que c'est une défaite, oui, la défaite finale, celle d'Alésia, mais c'est une défaite... pour un bien. Exactement. Ça les a disciplinés. Exactement. Il leur manquait... Ils avaient besoin d'un dictateur. Voilà. Ils avaient besoin d'un empereur. On retombe encore une fois sur ce récit, c'est-à-dire que la régénération va venir par la violence. Et ça, c'est le discours de Louis-Napoléon Bonaparte au moment où il fait son coup d'État impérial. Le discours de Louis-Napoléon Bonaparte. Et c'est lui qui a lancé... Et c'est lui qui lance le personnage de Vercingétorix avec cette immense statue qui regarde vers l'Italie, si ma mémoire est bonne. Voilà, il y a vraiment effectivement la construction d'un héros, dont encore une fois la mémoire est largement arrangée et factice. Il y a une dimension paternaliste et césarienne là-dedans, qu'on a retrouvée avec Emmanuel Macron quand il a dit je les aime, ces Gaulois réfractaires. Ces Gaulois réfractaires. L'amour du souverain pour ces sujets indisciplinés qui ont besoin quand même d'être matés. Qui a besoin d'être encadrés par la main d'un homme ferme. Oui, c'est toujours ce même récit de l'homme providentiel qui vient sauver. Nicolas Sarkozy l'a aussi beaucoup utilisé au moment de tous les débats sur l'immigration, où il a une phrase à un moment, je ne sais plus dans quel discours, où il dit en gros, à partir du moment où vous arrivez en France comme immigré, vos ancêtres sont les Gaulois. Il l'a redit tel quel. Et cette idée du récit des origines, qui est toujours, au fond, on doit oublier, pour devenir français, on doit oublier d'où on vient, et se rattacher à cette mythologie qui était déjà ridicule au moment de Tintin, quoi. Donc c'est effectivement un récit, c'est étonnant de le voir revenir avec cette puissance-là.
Et c'est une forme d'acte de foi, finalement, qui est exigée dans cet imaginaire de droite. Vous n'avez plus d'identité, vous avez l'identité gauloise. Avant de terminer, quelques mots seulement, parce que là, on a essentiellement parlé d'hommes politiques de droite. Je ne voudrais pas... alors, de fait, il faut bien noter quand même qu'il y a quand même, proportionnellement, les âneries et les manipulations de l'histoire sont moins énormes à gauche. Ceci dit, vous relevez... alors, c'est pas sur le même plan, justement, c'est intéressant de voir un petit peu comment l'histoire est certes déformée, mais pas de la même manière et pas avec les mêmes fins. Ce discours de Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'en juin 2025, il parle de Saladin. Et il fait ce qu'on pourrait certainement appeler un gros raccourci, un raccourci très violent, dans lequel il dit, s'il n'y avait pas eu Saladin, donc ce chef militaire du XIIe siècle qui a reconquis Jérusalem en 187, s'il n'y avait pas eu Saladin, vous ne sauriez pas bâtir de cathédrale, dit-il. C'est lui qui vous a appris comment on faisait les vitraux, c'est lui qui vous a appris les maths. Ouais. Ce qu'il fait là, alors c'est évidemment une sorte d'image qu'il prend. Je ne pense pas qu'il croit sérieusement que Saladin savait construire une cathédrale ou avait des compétences particulières. Saladin, c'est un homme politique, c'est un chef de guerre, mais c'est pas un architecte de toute façon, pas un mathématicien, voilà. Mais ce qui mobilise là, il a raison sur un point qui, à mon avis, est extrêmement important, c'est que ça fait 50, 60, 70 ans que l'islam est unanimement à droite, à l'extrême droite, montré comme un monde entièrement négatif, d'obscurantisme. Voilà. Il a entièrement raison de dire qu'il faut casser cette image-là, de rappeler des vérités, à savoir que c'est par les savants des sphères islamiques que sont arrivées une bonne partie qui ont été réanimés une bonne partie de nos savoirs. Les savoirs grecs notamment. Des savoirs grecs en particulier, que la science arabe était extrêmement intéressante à la fin du Moyen-Âge, qu'il amène énormément de choses. Il se trouve que sur l'architecture, il n'a pas complètement tort. Il y a des points de contact entre les terres d'Occident et les terres d'Islam, notamment en Espagne, qui sont effectivement réels. Maintenant, non, c'est pas les artisans du fin fond de l'Île-de-France qui commencent à glisser doucement du style roman vers le style gothique, n'ont pas été chercher des conseils du côté de Saladin, qui en plus naît un tout petit peu après les tout débuts de l'art gothique. Ça ne peut pas être pris au premier degré. Mais je pense qu'il fait aussi allusion à quelque chose que les historiens reconnaissent assez largement, à savoir un différentiel de développement civilisationnel et de puissance entre les mondes arabo-musulmans et les mondes chrétiens occidentaux, en fait, en réalité, jusqu'au Moyen-Âge central. Ça concerne surtout le haut Moyen-Âge, quand les Francs ont l'air de gros rustaux par rapport aux homologues des seigneurs francs, par rapport au calife abbasside, notamment. Et là, je dirais il se livre à une facilité, mais je la trouve pas du tout toxique, comme peuvent être d'autres appropriations ou d'autres récits ouvertement, consciemment mensongers. Oui, on peut pas c'est pas de l'ordre de la manipulation. Non, c'est pas de l'ordre de la manipulation. C'est de l'ordre du raccourci pédagogique beaucoup trop radical, quoi. Voilà, c'est ça. À tel peut-être point un peu trop précipité, trop caricatural. Maintenant, ça se situe pas. Pour moi, c'est de l'ordre de l'anecdote. C'est pas du tout. Il y a pas du tout la mobilisation nationaliste d'un récit, quoi. On peut peut-être terminer par l'empereur de l'imaginaire de droite, l'empereur tout court par excellence, celui sur lequel, je crois, le plus de livres ont été écrits. C'est le personnage historique sur lequel le plus de livres a été écrit. Jean Tullard, son historien, a calculé qu'il y a eu plus de 80 000 ouvrages publiés sur lui depuis sa mort dans toutes les langues. Je veux parler, bien sûr, de Napoléon. La référence. Je disais tout à l'heure que quand un jeune loup de droite veut se lancer, il fait un livre sur Napoléon. C'est le cas de Louis Sarkozy. De Louis Sarkozy. Qu'il a attaqué par un truc assez malin à la base, en l'orientant sur le rapport de Bonaparte et de Bonaparte-Napoléon avec les livres. C'est un angle que effectivement j'avais pas encore vu venir. Maintenant, Louis Sarkozy n'est absolument pas un spécialiste de Napoléon. Mais c'était disons, judicieux de son point de vue au moment de se lancer, à partir du moment où il savait d'aller mobiliser cette mémoire-là. Il pourrait être invité à s'exprimer, de faire un livre là-dessus. C'est-à-dire que c'est le chef. Et là encore, alors ça c'est quelque chose sur lequel je suis revenu un peu longuement dans plusieurs de mes idées reçues, les choses ont changé. C'est-à-dire que Bonaparte et le bonapartisme forment une référence qui, au XIXe siècle, est très largement à gauche. En tout cas, avant le coup d'État, qui se réclame d'une restauration napoléonienne, du neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, et qui met fin à la Deuxième République en 1851. Avant,
sous la monarchie de Juillet en particulier, sous la Restauration aussi, Napoléon est une figure de gauche, plutôt de gauche. Oui, mais je pense que c'est lié, c'est une figure de gauche construite presque par contraste avec le retour de la monarchie et les tentations jusqu'au boutiste d'une partie au moins de la grande famille monarchiste. Donc il apparaît sans doute probablement comme un personnage qui a sauvé l'essentiel. Moi, je l'ai toujours un peu compris comme ça. C'est-à-dire, oui, d'accord, bon, c'est un peu dérivé, on a un peu massacré la moitié de l'Europe, bon. Mais quand même, il a gardé des acquis de la Révolution. Il faut le dire vite, une bonne partie du travail, le fameux Code civil, etc., avait quand même été déjà bien engagé. Mais bon, de fait, tout n'est pas complètement noir et tout n'est pas complètement rose. Donc, il y a effectivement un héritage important juridique, etc., de Napoléon. Ça permet, à mon avis, une sorte de synthèse, oui, voilà. Et puis, encore une fois, il faut voir par rapport à quoi on le compare. Ceux qui étaient confrontés sous la Restauration à la volonté de la droite légitimiste d'en revenir à l'Ancien Régime et aux privilèges, et même ceux qui étaient confrontés finalement à l'affairisme de la bourgeoisie triomphante sous la monarchie de Juillet, avaient beau jeu de se référer à Bonaparte comme incarnation de la Révolution française, finalement des valeurs de 1789, de liberté. C'était les libéraux en fait, à l'époque, qui se référaient à Bonaparte. Et puis, il mobilise beaucoup Bonaparte parce que Bonaparte, c'est d'abord la République en armes qui porte les valeurs de la jeune République démocratique, etc., en Europe. Donc ça permet de mobiliser aussi cette mémoire-là. Nous allons libérer les peuples. Alors, en tapant dessus, mais nous allons les libérer. Donc je pense que ça permet, oui, d'avoir cette vision-là. Je crois que je comprends à peu près pourquoi elle peut naître, oui. Et il y a eu un retournement, évidemment, à partir du Second Empire, donc de cette restauration du bonapartisme, en quelque sorte, puisque c'est mis en place sous l'égide de la référence, avec la référence à Napoléon, de la part de son neveu, un régime politique qui finalement était autoritaire au plan politique, mais extrêmement libéral au plan économique. Oui. Ben ça permet une synthèse que la droite aime beaucoup, oui. Ça permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire d'un côté la préservation des intérêts, j'allais dire vraiment purement économiques, industriels dans la France du Second Empire. Et puis cette espèce de garantie de l'ordre, puisque les libertés publiques sont quand même réduites à pas grand-chose. Ça aussi, je crois, sur la durée, sur toute la durée du Second Empire. Il y a une libéralisation, un allègement voilà, du régime. Mais enfin, c'est le genre de libéralisation qui, par exemple, n'a jamais convaincu Victor Hugo de revenir. Il avait compris que c'était hors de question. On oublie souvent que Victor il est resté Hugo 18 ans en exil. Et il n'a jamais cédé aux appels du pied d'un régime qui continuait de considérer comme attentatoire à absolument toutes les libertés publiques possibles. Mais disons que oui, il y a eu plusieurs périodes, quoi. Le temps d'asseoir le pouvoir, et puis après on desserre un peu les taux, on resserre si jamais, etc. Donc finalement, ça permet de garantir l'ordre naturel des choses vu par ce camp politique-là, c'est-à-dire des gens qui travaillent comme on leur dit de travailler. Et qui ne vont pas perturber le développement économique par des revendications de droits sociaux. Exactement, ça c'est important. On est dans une situation sous le Second Empire où finalement les questions économiques ne sont pas soumises aux aléas de la démocratie. Exactement. Elles ne sont pas apportées des voies démocratiques. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup fantasmer, qui plaît beaucoup aujourd'hui. Oui, clairement. À notre classe politique. Et il y a eu une réhabilitation par la droite, gaulliste au départ, Philippe Séguin, en particulier, Philippe Séguin, du Second Empire de Louis-Napoléon Bonaparte. Oui, il y a notamment, je crois, cet épisode assez lunaire où Philippe Séguin écrit dans son livre que d'accord, il y a ce coup d'État de 1851, mais qu'il est en quelque sorte immédiatement validé par un plébiscite. Rétrospectivement, 3 semaines avant, dans la France de 1851, avec un effort de propagande absolument monumental. Une presse qui n'a pas le choix. Et quasiment en train de massacrer les républicains qui ont refusé le coup d'État. C'est ça. On est en train, je crois que Napoléon est en train de se faire virer de Bruxelles à ce moment-là à peu près. Victor Hugo. Oui, pardon. Il s'est réfugié à Bruxelles. Il s'est réfugié à Bruxelles et il doit finalement encore partir un peu plus loin. Donc oui, ça permet... on organise un vote qui Mais on organise un vote qui, je crois que c'est 8,5 millions de voix sur 9, quelque chose comme ça. Donc effectivement, approbation écrasante, mais comme si ce vote avait été fait comme si le scrutin s'était fait dans des conditions normales et sincères. Comme l'avait dit, je crois, Louis-Napoléon Bonaparte à l'époque, je veux bien recevoir l'eau du baptême démocratique, mais je ne veux pas vivre les pieds dans l'eau. C'est-à-dire que... Et c'est le modus operandi du gaullisme, puisque Charles de Gaulle va procéder de la même manière en 1958 en faisant... Exactement. Et en écrivant sa constitution sous pression des militaires d'Algérie, coup d'État larvé, et en faisant valider rétrospectivement cette constitution par un vote populaire qui donne une légitimité irréfragable. C'est exactement ça, alors que c'est sans doute un des régimes les plus...
quand j'avais des cours à Sciences Po, on parlait de régime présidentiel, on va le dire gentiment, oui. C'est un régime où l'exécutif prend le pas sur tous les autres pouvoirs. Donc c'est un régime qui est quand même, qui penche du côté, en tout cas qui pourrait très facilement pencher vers un bonapartisme complètement assumé, quoi. Merci beaucoup, Jean-Christophe Pieux, Merci à d'avoir vous. abordé plusieurs de ces occurrences de manipulation plus ou moins grossières du passé, de l'histoire en général, par les politiques. Dans ce livre, donc, Utiliser l'histoire, comment les politiques manipulent le passé, qui est paru chez Hugo Doc. Merci à vous. Et merci d'avoir suivi cet épisode dont s'autorise à penser. Je vous rappelle que le média est un média ni gouvernemental ni patronal. Nous ne vivons que de vos dons et abonnements. Nous sommes en pleine campagne d'ailleurs. Rendez-vous sur lemediatv.fr. À bientôt sur Le Média.